et qui font une transition parfaite vers la troisième interlocutrice donc, de cette session Foresterie sociale, Vinca Butin, donc, qui, elle, a terminé une maîtrise à l'UCO et à l'ISFOR en particulier en 2020, et qui maintenant travaille comme ingénieure en agrodéveloppement, donc sur des questions de gestion de conflits environnementaux. Vinca travaille en ce moment en particulier à la chaire de recherche CESCO sur les enjeux sociaux de la conservation. Donc, le temps que tu te prépares, on te cède la parole. Et puis, donc, je rappelle que les questions viendront juste après. On aura une session de 20 minutes, mais vous pouvez déjà les noter dans la conversation si vous le souhaitez, pour que je les reprenne par la suite, si besoin, ou vous les poserez directement. Vinca, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Merci à tous. C'était des super présentations avant et je me suis dit que peut-être celle-ci pourra peut-être compléter un petit peu, mais on ne va plus parler du tout d'autochtones, mais on va plutôt parler d'aménagement plutôt du CETEL. Le cas d'étude que j'ai fait, il est au CETEL dans les Laurentides, donc pas du tout les mêmes problématiques, mais peut-être des ponts, on verra. Donc, je vais vous présenter mon projet de maîtrise que j'ai réalisé entre 2018 et 2020 sous la direction de Frédéric Doyen et Clément Chion, et qui visait à caractériser les modèles mentaux en fait, des participants via un jeu sérieux qu'on a mis en place. Donc en fait, je vais vous présenter deux choses. Je vais vous présenter le jeu sérieux qu'on a créé pour que vous compreniez un peu plus le contexte, et dans un deuxième temps, ma méthodologie et comment on a fait pour caractériser ces modèles mentaux, notre question de recherche, etc. Alors, pour commencer, on est parti, je vais vous faire très rapidement quelques constats. Donc, on est parti de deux grands constats, les défis actuels de la gestion forestière, et notamment de deux points qui sont le fait qu'il y ait différents acteurs sur un même territoire avec des intérêts différents. Donc là, ça fait un petit peu écho aussi aux deux premières présentations. Et puis le deuxième point, c'est vraiment l'incertitude liée au changement climatique qui a des impacts importants sur la gestion forestière. Et le deuxième constat sur lequel repose mon travail, c'est vraiment l'essor croissant des processus participatifs dans le cadre de la gestion forestière. Donc, les processus participatifs ont vraiment beaucoup d'avantages parce qu'ils permettent d'intégrer des usagers, ils permettent vraiment d'améliorer l'acceptabilité sociale, ils favorisent l'apprentissage social, enfin beaucoup de choses, mais ils ont beaucoup de contraintes, et ces contraintes, en fait, sont souvent des conséquences du fait que les personnes ne développent pas trop, ne développent pas trop les processus participatifs pour la gestion forestière. Donc, dans la littérature, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de mettre en place des jeux sérieux dans la recherche pour appuyer en fait les processus participatifs et pallier à toutes ces contraintes. Donc, les jeux sérieux ont vraiment beaucoup de bénéfices. Ils permettent vraiment d'aller plus loin que le simple débat, de s'appuyer sur quelque chose d'assez concret pour faire de la concertation, de mieux comprendre, d'appréhender tous les objets scientifiques. Mais nous, ce qui nous a vraiment intéressé dans notre recherche, c'est que le jeu sérieux, d'après la théorie, développe une représentation commune entre les différents acteurs du territoire, de la situation, de la problématique, en fait. Et que cette représentation commune, nous, du point de vue cognitif, de la psychologie cognitive, on pourrait l'apparenter à un modèle mental partagé. Donc, je vais revenir juste après sur ce que c'est que tous ces modèles mentaux et tout l'aspect psychologique. Mais en tout cas, nous, c'est l'approche qu'on a décidé de prendre. Et on a décidé de voir si les jeux sérieux faisaient vraiment émerger ce modèle mental partagé, et voir s'il y avait vraiment un impact, en fait, lié à la mise en place de ces jeux sérieux sur le processus participatif. Donc, qu'est-ce qu'un modèle mental? Les modèles mentaux, on pourrait un petit peu les schématiser comme des représentations de la réalité, une représentation de la réalité, et à partir desquelles, en fait, on peut voir toutes les actions possibles et les résultats de chacune des actions. C'est à partir de ça qu'on prend nos décisions, et une fois qu'on a pris ces décisions, en fait, elles vont avoir un impact sur le système socio-écologique, enfin, écologique, et cet impact, en fait, va revenir avec une espèce de boucle de rétroaction, un petit peu améliorer nos modèles mentaux avec ce feedback-là, en fait. Dans le cadre du processus participatif et dans le cadre collectif, c'est tout le monde va venir avec son propre modèle mental. Et en fait, via la communication, etc., on va avoir un partage de ces différents modèles mentaux. Le partage de ces différents modèles mentaux va permettre
de choisir collectivement en fait une action. Et une fois cette action choisie, il va y avoir également, encore une fois, une implication sur le système socio-écologique. L'avantage des jeux sérieux, comme on peut le montrer l'approche commode, c'est que les jeux sérieux vont permettre de créer un espace de semi-réalité pour tester en fait la simulation des impacts sur le système socio-écologique et va permettre en fait de revenir agrémenter les modèles mentaux des participants et donc les rendre plus proches de la réalité avant d'avoir un impact sur le système écologique. Donc ça, c'est en gros la théorie. Et donc maintenant, je vous présente le jeu qu'on a créé pour pouvoir le tester. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un jeu d'aménagement multiservice de la forêt. On a réuni des acteurs du territoire. Donc, mon terrain, c'est le Cétel dans les Laurentides. On a des acteurs très variés. On a fait plusieurs sessions de jeu, mais dans chaque session de jeu, nous avions 4 acteurs et des acteurs qui étaient différents. Donc, on avait plutôt des gens qui étaient issus de la foresterie, des personnes qui étaient dans le récréo touristique, enfin, des acteurs en fonction d'une typologie d'acteurs. Et on a créé un modèle de simulation de la dynamique forestière, donc sur leur territoire, pour pouvoir voir quels impacts avaient les décisions des acteurs. Donc les acteurs, eux, ils avaient comme objectif de décider collectivement sur les zones et sur les types d'aménagement qu'ils avaient à faire sur les différentes zones tous les 36 ans. Et ces décisions étaient imputées dans un modèle et on avait la simulation des décisions sur un horizon de 108 ans. Donc, concrètement, en fait, chaque tour de jeu, chaque session de jeu, en fait, on avait 4 temps de fausses tables de décision, de concertation entre les acteurs. Comment se déroule un tour de jeu? On a d'abord un temps de discussion. Donc là, on a 15 minutes où nos 4 joueurs vont discuter ensemble et vont choisir leur plan d'aménagement en fonction des différentes actions qu'ils ont. Une fois qu'ils ont pris ces décisions, on va avoir les résultats sur la forêt, sur les 100 ans qui vont arriver, qui vont leur être montrés. Et après, il y a une petite phase de consultation individuelle d'un expert. Et donc là, en fait, cette phase-là, elle me permettait surtout pour le suivi des entretiens, mais elle permettait aussi aux acteurs d'avoir plus de renseignements sur la forêt et des renseignements plus précis par rapport à ce qu'ils souhaitaient eux. Et donc ça, on l'a fait 4 fois. Alors, les actions, il y avait différentes actions. Il y avait des actions de conservation, de différentes coupes possibles. Et les actions, elles se passaient sur leur territoire. Donc là, il y a une carte du Cétel avec les 8 zones où on pouvait faire les différentes actions. Et les indicateurs, c'est les résultats. En fait, on leur proposait différents indicateurs, des indicateurs écologiques, des indicateurs de paysage et des indicateurs économiques. Donc, il y avait des indicateurs de base. À chaque fois, à chaque tour, il y avait 6 indicateurs qui étaient donnés à tout le monde. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ceux-là. Et il y avait des indicateurs sur demande. Donc, les indicateurs sur demande, c'était vraiment plutôt pendant la phase avec les experts. Et ça permettait d'avoir des éclaircissements un peu plus précis en fonction de ce que les gens souhaitaient. Donc voilà. Pour voir un petit peu concrètement à quoi ressemblaient ces indicateurs, vous pouviez avoir des cartes. Donc on retrouve le territoire du Cétel sur cette première carte-là, ou des graphiques. Là, on voit l'évolution de la maladie corticale du hêtre, et donc avec toute la phase d'incertitude aussi sur les 108 ans. Donc, ils pouvaient vraiment constater les conséquences de leurs actions. Donc ça, c'est vraiment tout ça, c'est pour le jeu. Le jeu a vraiment eu un très très bon effet. C'était vraiment très intéressant. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'en resterai là pour le jeu et je vous parlerai donc de l'étude concrètement, de tout ce qu'on a fait. Donc, on a collecté des données pendant tout le tour du jeu. On a fait des observations participantes à 2 moments. Pendant la phase d'échange collective et pendant la phase d'échange individuel avec les experts. Et on a fait des enquêtes, enfin des entretiens individuels en fait, suite aux décisions collectives, mais aussi à la fin de chaque tour. Et toutes ces données, en fait, elles nous ont permis d'avoir énormément, un grand panel de données sur un petit peu, on a des données qui sont plutôt liées au psychosocial, on a des données qui sont plutôt psychocognitives, enfin, on a énormément de choses, c'était très, très fourni.
Et ce dont je vais vous parler là, lié aux modèles mentaux, c'est principalement les données au niveau des valeurs et des connaissances qui sont des composantes du modèle mental. Donc ça, on les a eus grâce aux 2 questionnaires qu'on a fait à chaque tour. Et donc, on a des données pour chacun des tours de jeu. Les résultats, des exemples de résultats, on a pu constater, par exemple, la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il y a vraiment le jeu a un impact sur le modèle mental? Est-ce qu'il y a vraiment un modèle mental partagé suite au jeu? Et donc, on a réalisé une analyse factorielle multiple liée aux données qu'on a collectées pendant le jeu. Et là, par exemple, c'est l'analyse factorielle pour le groupe 3, sachant que j'ai eu j'ai fait 4 séances de jeu. Donc ça, c'est pour le groupe 3. Et on peut voir, en fait, vous pouvez voir entre le temps 1 et le temps 3, on peut voir un rapprochement. Donc, on peut voir que finalement, les personnes ont répondu de plus en plus pareil ou ont acquis des connaissances de plus en plus similaires ou ont eu un déplacement de leurs valeurs, en fait, au fil du jeu. Ça, on l'a vérifié en regardant la distance moyenne entre les centroïdes de chaque groupe. Et on a pu voir qu'entre les tours, vraiment, il y avait un rapprochement. Donc ça, c'est sur tout notre échantillon global. On a pu voir qu'il y avait un rapprochement de ces 2 composantes du modèle mental. Donc on suppose qu'il y a bien un modèle mental partagé qui est lié à l'activité du jeu. Mais pour l'instant, l'échantillon est assez petit, donc il faudrait pouvoir reproduire toute cette expérience à plus grande échelle. Et après, juste pour d'autres résultats qu'on a eus, on a par exemple regardé la question, on s'est posé la question, est-ce que le jeu peut améliorer la qualité de la décision? Et donc, on a essayé pendant le jeu, on essayait de mesurer la perception du consensus et également la structure donc la structure de la prise de décision, la structure de la décision. Et comme on peut voir sur ce graphique, en fait, vous pouvez voir en vert, ça va être le consensus. Donc, vert foncé, ça va être plutôt, il n'y a pas d'obtention de consensus. Vert clair, il y a obtention de consensus. Et en bleu, on va avoir une structure de type forum ou une structure de type arène. Donc, on voit vraiment, en fait, entre les tours, qu'il y a de plus en plus de consensus et de plus en plus une structure de décision de type forum, qui est en fait le forum, c'est plutôt un endroit où les décisions collectives vont être plus importantes que les décisions individuelles. Donc, on voit bien qu'au cours du jeu, il y a vraiment cette évolution qui était un résultat qui était intéressant pour nous. Et après, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a eu beaucoup d'autres résultats, notamment sur l'évolution des conflits, sur la satisfaction, le type de connaissances acquises pendant tout le jeu. On a eu aussi des choses très intéressantes au niveau du type d'influence et des rapports de force entre les personnes et les décisions. Enfin, ça a été vraiment cette méthode, elle a été vraiment riche pour comprendre tout ce qui se passait pendant les phases collectives et pour après pouvoir en sortir quelque chose adapter en fait le processus participatif grâce à toutes ces études-là. Et voilà. Et donc, en conclusion, ce que j'apporterai, c'est de dire qu'on a pu constater que le jeu permettait beaucoup de choses, en tout cas le jeu qu'on a fait, notamment la convergence des modèles mentaux, une prise de décision un peu plus consensuelle, l'acquisition de connaissances par les joueurs, une évolution de leurs valeurs, et que déployer ces outils à grande échelle, ça pourrait être très intéressant pour améliorer l'acceptabilité sociale, mais surtout d'inclure en fait les personnes dans la décision. Et puis de permettre de diffuser des connaissances au niveau des enjeux climatiques de la foresterie, mais aussi d'appuyer la concertation, etc. Voilà, je crois que j'en resterai là. Merci Vinka, merci et bravo parce que la présentation de méthodologies qui sont assez nouvelles pour les sciences forestières est toujours un grand défi et que tu as su relever. On ouvre maintenant le moment, la période des questions. Donc, je vous demanderai des questions précises pour des réponses concises, histoire qu'on puisse aborder les différentes thématiques qui ont été présentées maintenant. Et de mémoire, il y avait déjà dans la conversation une question pour, je crois, Rosalie, donc de la part de Daniel. Est-ce que Daniel, tu souhaites la poser toi-même? Je peux le poser.
J'étais curieux dans le développement des terres protégées par les communautés autochtones. S'il y a une réflexion à multiples échelles, par le passé, ce que je dis dans mon commentaire, c'est qu'on a focalisé souvent à très proche proximité d'un village ou une communauté. Et je pense parmi les préoccupations qui étaient énumérées durant la présentation par rapport aux animaux, il y a des animaux qui vont migrer, donc il y a une nécessité d'avoir une vision plus grande et je suis certain que les communautés l'ont. Je n'ai pas pu forcément véhiculer d'une façon que j'étais capable de saisir bien, mais j'aimerais savoir juste comment est-ce qu'on tient compte d'une vision plus grande ou d'un réseau de réserves ou c'est quoi la vision par rapport à, disons, toute la forêt boréale, toute la forêt québécoise versus juste ce qui entoure le village? Merci pour la question. C'est vraiment une question très pertinente qui me fait réfléchir beaucoup. Les éléments de réponse que je pourrais apporter, là, d'abord, c'est le fait que CIPIT siège sur sur l'équipe de rétablissement du caribou forestier, donc il travaille là, à une échelle qui est plus grande que le Nitassinan de CIPIT lui-même. Puis aussi, sont impliqués activement sur différents comités comme ceux-ci. Puis aussi, dans les entrevues, les membres mentionnaient souvent la connectivité avec d'autres territoires qui sont fréquentés par le caribou. Je pense entre autres au secteur du Pipmogan, donc un projet d'aire protégée autochtone là, potentiellement par la communauté de Pessamit. Donc, il y a du travail aussi à faire là, entre les communautés pour développer un réseau finalement là, qui soit adéquat pour, en effet, le fait que le caribou fréquente un territoire qui soit plus grand en fait que 300 km². Donc, en termes de connectivité, il y a des réflexions qui ont été apportées. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Je pense que l'élément, c'était qu'il y a un travail à faire entre les communautés pour s'assurer que toutes sortes de valeurs à différentes échelles soient reflétées. Merci. Merci à vous. On a une question de la part de Pauline aussi. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous présenter. Oui, Pauline, je suis professionnelle de recherche à la clé avec Marie-Laure et Rosalie, mais ma question s'adresse à Vinka, parce que les deux autres, je les connais déjà les réponses. Mais Vinka, je me demandais, super présentation, merci beaucoup. Les résultats me semblent particulièrement pertinents à diffuser dans le cadre d'Établir, évidemment. Je me demandais comment vous avez prévu le transfert de vos résultats, auprès des instances responsables d'Établir, auprès des personnes surtout qui s'occupent de ça. Fait que juste savoir un peu, suite à la fin de ta maîtrise, comment la diffusion des résultats se fait. Ouais, merci beaucoup. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est une question un peu clé. Pour l'instant, ce que j'ai déjà présenté dans différentes tables GIR, notamment en Outaouais, pour leur proposer, ils étaient quand même très intéressés. Et aussi auprès de Ouranos, qui a été aussi bien intéressé pour peut-être essayer de diffuser. Mais pour l'instant, c'est pas très clair, mais il y a plein de gens intéressés, mais rien de vraiment concret. Donc, c'est notre objectif. On aimerait bien que ce jeu puisse être transféré à dans d'autres situations et vraiment, on va essayer de faire ça. Mais rien de concret encore, mais beaucoup de pistes. Ok, super. Merci. Alors, je profite de ma position de facilitateur de cette session pour poser une question cette fois-ci à Marie-Laure. En termes de définition des territoires, là on a parlé entre autres des forêts, est-ce qu'il y a des compréhensions, des perceptions, des visions différentes des territoires selon l'eau, selon certains animaux, selon la forêt ou autres? En gros, est-ce que les cartes sont toujours les mêmes ou est-ce qu'on va avoir des cartes différentes des territoires selon ce qu'on considère?
Mais en fait, la notion de carte est déjà comme un élément, tu sais, comme ça veut pas dire qu'ils vont. OK. Je dirais que déjà, de plus en plus, il y a une notion de carte participative pour essayer de traduire la perspective autochtone du territoire, qui est une perspective moins cadrée et fixe des cartes qu'on utilise au Québec, mais en général. Donc, pour les Atikamekw, dans le fond, de ce qui m'est ressorti des discussions que j'ai eues, c'était pas nécessairement ils divisaient pas le territoire est vu comme plus dans son ensemble. Donc, il y avait, quand tu parles d'un animal, ben, tu peux pas juste, en tout cas, c'est plus difficile de regarder le territoire seulement pour cet animal-là, puis d'exclure les autres éléments qui font partie de l'habitat. Donc, je dirais que non, il n'y a pas des couches ou des cartes divisées pour seulement un animal, seulement juste les animaux, juste la forêt, les arbres, sans prendre en compte les plantes et tout dans le fond. Ils n'ont pas une perspective aussi divisée de la forêt elle-même. Donc, c'est ce que j'aurais comme élément de réponse. Mais c'est ça. Oui, ça en dit long sur la question qui révèle ma propre perception de tout ce territoire. Il y a une question pour Vinca de la part de Nathalie. Bonjour Vinca, j'ai trouvé ça, en fait les 3 présentations de ce matin étaient excellentes, mais celle de Vinca c'est encore plus différent de ce qu'on voit habituellement. Ça s'inspire un peu de ce qu'on voit avec en médecine personnalisée, avec les conversations. J'ai déjà participé moi-même comme cobaye là, justement à des discussions. Et je voulais savoir, dans ce type d'approche-là, comment les participants, j'imagine qu'il y a eu d'autres études de fait, comment les participants réagissent suivant les consultations? Est-ce qu'ils se sentent, est-ce qu'il y en a qui se sentent, qui sont mieux informés, donc à même de prendre des meilleures décisions, ou il y en a qui se sont sentis, qui sont vraiment, il y a vraiment des gens qui sont contre, là, peu importe ce qu'on présente. Est-ce qu'on connaît mieux un peu la réaction des gens, justement, suivant ce type de conversation-là? Merci pour la question. Oui, c'est vrai que nous, déjà, on a choisi, on a fait le choix d'utiliser un cas d'étude qui n'était pas très conflictuel et avec des tensions qui étaient vraiment très relatives, donc qui nous permettaient de faire ce genre d'études. Et dans la littérature, c'est souvent la chose qui revient principalement quand on a des conflits qui sont trop cristallisés, des enjeux qui sont trop importants. Ça peut aider, mais ça ne résout pas tout et des fois, on n'arrive pas à surpasser ce problème-là en particulier. Après, et c'est vrai que d'être observé, les participants étaient au début un petit peu réticents, ou en tout cas certains oui, d'autres moins, mais après les gens oubliaient assez rapidement et en fait étaient vraiment pris dans le jeu. Et le fait de pouvoir essayer ensemble, c'était vraiment ça qui était hyper riche, parce qu'ils pouvaient essayer de conserver une première fois, après ils voyaient les résultats, ils voyaient que ça ne fonctionnait pas. Donc il y avait vraiment un support pour la concertation et ça, c'était vraiment très intéressant et ça a vraiment, l'attitude des participants ont tout de suite changé une fois qu'ils étaient pris dans le jeu vraiment. Okay. Mais à ce moment-là, est-ce que déjà de vouloir participer à cette activité-là, c'est des gens qui étaient comme déjà plus ouverts ou plus enclins à discuter? Est-ce qu'on peut aller rejoindre des gens finalement d'un peu partout avec ce type d'approche-là? Ben, finalement, pour avoir fait d'autres études sur le même territoire en amont, j'ai trouvé ça presque plus facile, l'approche un petit peu ludique des participants à participer à cette étude que de leur faire des questionnaires où ils devaient passer du temps, où il y avait comme une espèce de curiosité pour venir voir comment c'était. Puis ils étaient aussi friands d'avoir des résultats pour voir leur forêt en fait dans le futur, pour voir qu'est-ce qui pouvait se passer.
Donc, je dis, j'ai trouvé ça plutôt positif. Oui. Ah, ben, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Et on a Alison Manson qui souhaite poser une question. Oui, j'ai une question pour Rosalie. Je vois que donc il y a un rôle de gardien de territoire. Est-ce que pour la nouvelle aire protégée, est-ce que c'est une personne? Est-ce que ça va être plusieurs personnes? Et comment on voit ce rôle à court et long terme et comment ça pourrait être différent qu'un rôle que nous, on pourrait imaginer pour gardien, comme gardien? Merci, c'est une très bonne question. Puis ça m'enchante d'en parler parce que je trouve que c'est une initiative qui donne beaucoup, qui valorise beaucoup en fait la participation des membres dans la gestion. Là. Donc, présentement, c'est un programme d'1 an qui est financé par un programme spécial provincial. Puis, c'est un membre de la communauté, en fait, qui est vraiment comme un employé du conseil, mais qui va avoir un rôle beaucoup plus en fait, de surveillance sur le territoire, puis il va intervenir à différentes échelles, puis à différents niveaux. J'ai dit provincial, c'est fédéral, pardon. Merci Pauline pour l'ajustement. Puis c'est ça, en fait, il va aller faire de la surveillance en territoire, entre autres pour, il y a beaucoup d'occupations illégales sur le territoire. Si par exemple, il y avait du braconnage, peu importe, il peut aller intervenir. Puis, il y a des initiatives aussi des membres de la communauté qui se sont comme ralliés aux gardiens sans que ce soit officiel, mais des gens qui sont enclins à aller faire un petit peu de visite terrain aussi. Donc, peut-être qu'il y aura plus de gardiens qui seront appelés à entrer en poste si ressources financières le permettent, évidemment. Là. Merci. Et Marie-Laure? Oui, j'avais une question pour Vinka. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis en fait, moi, ma question était concernant les indicateurs que tu as mentionnés. Entre autres, il y avait celui qui, par rapport à l'ambiance, qui était associé à l'échelle des paysages. Et je me demandais si c'était, d'une part, si c'était un indicateur qui était ressorti j'ai peut-être mal compris aussi, mais qui était ressorti des participants et des discussions des groupes, et si vous aviez trouvé une manière de qualifier ou d'identifier ou comme à quel point l'ambiance répond ou pas, dans le fond. Voilà. Ça, c'est clair, ma question. Merci. Merci. Oui, d'ailleurs, ça m'a parlé de ta présentation au début quand tu parles justement du paysage et par rapport à cet indicateur-là. Nous, ce qu'on a fait, en fait, donc les indicateurs, le choix des indicateurs, il a été décidé suite à des premières études sur le territoire pour voir un petit peu ce qu'étaient les préférences de chacun et les intérêts des acteurs du territoire. Et l'ambiance, c'était quelque chose qui revenait beaucoup. Et ce qu'on a fait donc on a utilisé des indicateurs de perception à partir des chemins, etc., sur les cartes dans le modèle de simulation, mais pour le présenter aux participants et qu'ils puissent dire si c'était important pour eux, par exemple l'ambiance, on leur a fait différentes photos qui permettaient de voir différents types d'ambiance avec du plus ou moins boisé, etc., avec un espèce de gradient d'ambiance. Et donc, ils pouvaient choisir un peu des ambiances favorites. Et donc ça, on a pu leur demander à différents tours, ce qui a permis de voir s'il y avait une évolution dans ce qu'ils aimaient au niveau de l'ambiance ou pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. On arrive doucement vers la fin de cette session. Je ne peux pas m'empêcher de poser moi-même une question à Vinka. En France, j'ai développé aussi un jeu sérieux sur l'adaptation au changement climatique et on avait particulièrement des innovations, des nouvelles idées venant de la part des gens qui ne sont pas des forestiers. Et pourtant, c'était un jeu très centré forêt. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez observé de votre côté ?
Alors, merci. Oui, j'ai pas trop parlé de l'aspect adaptation au changement climatique, qui était pourtant quelque chose d'important dans le projet, parce qu'en fait, il y avait 2 temps de jeu. On avait un temps de jeu sans changement climatique et un deuxième temps de jeu où il y avait des possibilités de mettre en place des actions d'adaptation au changement climatique. Donc, en fait, nous, on n'a pas vraiment eu une phase, on n'a pas laissé vraiment la possibilité aux personnes d'être innovantes au niveau de l'adaptation au changement climatique, parce qu'en fait, on leur fournissait déjà un paquet d'actions possibles. Mais par contre, c'était quand même assez intéressant de voir qu'au début, il y avait peu de gens qui avaient envie, par exemple, d'utiliser de la migration assistée, parce que ça faisait un petit peu peur, etc. Et qu'après d'utiliser ce genre d'action, ils pouvaient vraiment voir les conséquences qu'il y avait sur leur forêt au bout de 100 ans. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas... peut-être, ça serait vraiment intéressant en fait de pouvoir avoir plus de possibilités d'action et que les gens, voilà, comme vous avez fait certainement dans le jeu. Mais nous, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Ça sera peut-être l'étape 2 du projet. Ok, bon, bah, on aura l'occasion d'en rediscuter. À nouveau, merci à toutes les trois pour vos très belles présentations, pour les questions. Pour les questions qui pourraient rester en suspens, n'hésitez pas à leur envoyer des emails, à les contacter. Et donc, on va s'arrêter là-dessus pour la session foresterie sociale. Vous pouvez vous diriger vers la salle des affiches, c'est le moment des posters. Et puis, à nouveau, merci d'avoir été présent et à bientôt.